Et il y a un livre dans lequel les personnages mangent beaucoup dans leur lit et prennent leur petit-déj dans leur lit. C'est le dernier livre de Mélissa d'Acosta qui est votre invitée, Philippe Vandel. Pas tout à fait au lit, mais dans la cuisine. Bonjour Mélissa d'Acosta. Bonjour. Il est beaucoup question de petit-déj. Vous êtes la nouvelle étoile du roman français. C'est pas moi qui le dis, c'est votre éditeur. C'est le bandeau Albin Michel qui a mis ça sur votre nouveau roman Les femmes du bout du monde. 2 millions de livres vendus, pas de celui-ci mais des autres. À 32 ans seulement, Tout le bleu du ciel, Les lendemains, Je revenais des autres. Et l'an passé, vous avez sorti pas moins de 2 romans, La douleur fantôme et La doublure. Vous êtes la 3e meilleure vente française. Je le dis comme ça, c'est fait. Derrière Guillaume Musso, qui est numéro 1 depuis 12 ans. Derrière le Suisse Joël Dicker. Et on vous annonce à la première place pour 2023 parce que Musso et Dicker ne sortent pas de livre l'année prochaine. C'est pas prévu. Donc, les femmes du bout du monde seront peut-être le numéro 1 des ventes et vous avec. Qui sont ces femmes, ces 3 femmes? Alors, tout d'abord, on a Flore, la française. C'est par elle qu'on entre dans le roman. Flore qui a 27 ans, qui fuit Paris et une existence qui a fini par devenir étouffante, toxique et douloureuse. Et elle cherche à disparaître de la surface de la Terre. Et donc, plutôt que d'avoir un geste malheureux, elle part à l'autre bout du monde, là où elle se retrouvera seule ou presque. Sans prévenir personne, sans prévenir sa famille, sans prévenir son mari. Presque sur un coup de tête. Un geste de survie. Et donc elle s'envole pour la Nouvelle-Zélande. Et comme c'est pas encore assez le bout du monde, elle descend tout au sud de l'île du Sud, au plus près en fait du pôle Sud finalement. Et elle trouve une place de woofer, donc c'est-à-dire qu'elle travaille à peu près 4 heures par jour contre le gîte et le couvert dans un camping. Le woofer, c'est ça, on est logé, on travaille un peu pour la ferme et en contrepartie, on vous nourrit, on vous loge. Tout à fait. Ça s'appelle les woofers. Et ça se fait beaucoup là-bas en Nouvelle-Zélande. Elle débarque chez 2 femmes. Dans un camping tenu par 2 femmes. Enfin, un camping, c'est un bien grand mot. En tout cas, un bout de terre fouetté par le vent avec très très peu d'infrastructures. Et donc, le camping est tenu par Automne, qui a une 50aine d'années, et sa fille Milly, 23 ans, qui n'a jamais quitté ce petit terrain sauvage. Elles sont très seules au monde, en fait. Elles sont seules face aux éléments, très taiseuses, très travailleuses. Comment vous les avez construites? Chacune, que recherche-t-elle? Alors, elles sont chacune... On a Automne qui est sur ce bout de terre et qui a perdu son mari, Dan, qui a été emporté lors d'une tempête par un tsunami, et qui s'oublie un petit peu dans le travail, qui élève sa fille et qui se refuse à vivre. Elle est vivante, elle travaille, elle mange, elle dort, mais il y a une partie d'elle qui s'est éteinte. Mais elle ne se pose pas de questions parce qu'elle est d'une génération où on ne se pose pas de questions. Déjà, elle n'a pas refait sa vie, comme on dit. Elle n'a jamais refait sa vie. Je déteste cette expression, mais enfin, elle n'a pas de nouveau Jules. Non, et puis elle a un petit peu cessé de vivre. Voilà. Elle est en mode automatique, elle travaille et elle nourrit sa fille et c'est tout. Émilie, qui a tenté de... Alors, pas de fuir, mais en tout cas d'aller voir un petit peu ailleurs de ce bout de terre, qui a réussi à faire 2 ans d'études dans une ville de Nouvelle-Zélande, un peu plus au nord, qui a des rêves plein la tête, mais qu'elle étouffe parce qu'elle ne peut pas envisager de quitter ce petit bout de terrain. Elle n'a jamais rien connu d'autre. Elle est effrayée par le reste du monde. Tout ce qui touche aux relations humaines, elle connaît très peu. Elle est très peu sociale. Enfin, voilà, elle a grandi seule au monde avec sa mère et elle ne peut pas se résoudre à laisser sa mère sur ce bout de terre. Mais alors, dit comme ça, on se dit, oh là là, on va s'ennuyer. Or, on ne s'ennuie pas. Parce qu'il se passe des choses, il y a des tensions. Parce qu'elles sont pas... c'est pas lisse. Eh ben, il y a surtout un espèce de choc des cultures quand Flore débarque. Flore, la parisienne, qui elle a trop vécu, c'est ce qu'elle dit, j'ai trop vécu, j'ai laissé trop d'empreintes. Elle a côtoyé la vie de la nuit, la vie parisienne, l'effervescence. Elle a connu beaucoup d'hommes aussi, elle s'est emplie de ces hommes et puis elle s'est perdue auprès d'eux. Et elle débarque face à 2 femmes qui, elles, n'ont presque jamais connu d'hommes, qui vivent sans effervescence. Et c'est ce qui va la perturber dans un premier temps parce qu'elle fuit tout ce qu'elle cherche à fuir, elle le fuit dans la vie nocturne, la fête, et là-bas elle peut plus se cacher qui elle est, ce qu'elle a fait. Elle est dans un silence et une nature totale, et donc il y a une espèce de choc entre ces 2 cultures, en fait, ces 2 façons de vivre. Elles vont devoir s'apprivoiser, se comprendre les unes les autres. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez vous, Mélissa d'Acosta, c'est que vous dites que vous n'aimez pas le terme de roman feel good. C'est un roman où on devrait bien aller. Vous allez nous dire pourquoi. On marque une courte pause. Culture Média continue sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1. Philippe Vandel, vous nous proposez jusqu'à 11h de plonger dans l'univers de Mélissa d'Acosta avec son nouveau roman. Phénomène de l'édition, comme disent les journalistes, Les femmes du bout du monde, c'est votre 6e roman. C'est peu dire qu'il est très attendu puisque les 5 précédents se sont vendus à 2 millions d'exemplaires, ce qui n'est pas rien. Je l'ai dit, vous n'aimez pas le terme de roman feel good. Pour quelle raison? Alors ça dépend ce qu'on met derrière feel good.
si feel good, ça veut dire, et c'est le terme que les lecteurs me donnent, c'est-à-dire un roman qui va nous faire remettre en cause certaines choses de nos vies. Je vais dire ce que c'est un roman feel good. C'est un roman qui se lit vite, souvent des histoires de filles. C'est ce terme-là que j'aime pas. La chick lit. Sur la plage, souvent. Voilà. Vite lu, vite oublié, roman de plage. Voilà. Et vous n'aimez pas ça? Ça, j'aime pas. Après, si Feel Good, c'est un roman qui nous fait sentir bien parce que on a revu sa vie, ses valeurs, on a retrouvé une dose d'énergie et d'envie de vivre. Et c'est ce que me racontent les lecteurs. Alors là, ça me va. Oui, parce que Tout dépend ce qu'on y met. Oui, Proust, ça peut être. C'est feel good aussi, parce qu'on se sent mieux après. Montaigne également. Flore, votre héroïne, elle a une vie sexuelle dissolue. Alors si on pense qu'on va lire un livre à l'eau de rose avec une jeune fille lisse, on se trompe. Flore, elle consomme les hommes. Elle se comporte même très mal parfois avec eux. Pourquoi ce choix de caractère? Moi, j'adore ces héroïnes qui sont en fait des anti-héroïnes qui peuvent parfois agacer le lecteur. Moi, je les adore. Parce que dans la littérature, la femme, elle est bien souvent cantonnée soit à un rôle de mère, madone, qui se complaît dans la maternité, qui adore ça et qui n'a pas grand-chose d'autre dans sa vie, soit c'est le rôle de l'amoureuse ou de la maîtresse qui attend. Enfin, en tout cas, elles sont jamais elles-mêmes pleines d'aspérité, de piquant, comme le sont les personnages masculins. C'est jamais des méchantes, vous voulez dire, en gros? Jamais. Jamais. Elles sont lisses, elles sont parfaites et c'est un petit peu dommage. Ouais. Et puis, des personnages lisses, on n'a pas grand-chose à leur faire dire. Donc là, vous êtes amusé à en faire une méchante? Elle n'est pas méchante, elle est pas méchante, elle est en souffrance, ouais. Elle fait des mauvais choix, mais comme tout le monde, en fait, on a tous eu des comportements pas terribles. Et pardon, je vous interromps pour dire que vous ne faites pas non plus un tableau idyllique de la maternité. Pas du tout. Non, parce qu'il y en a marre. On en a des tableaux idylliques de la maternité et les gens, ils ont envie de s'identifier, ils ont envie de lire des choses qui leur ressemblent. Et donc, la quête absolue de la maternité, ça peut être un cauchemar. Il suffit de parler à des femmes qui sont passées par des parcours de FIV ou de PMA. En fait, à un moment donné, c'est devenu juste un cauchemar médicalisé, quoi. Même sans ça, on l'a vu avec les éclats de rire de Florence Foresti, son spectacle, où pour la première fois, une fille disait « avoir un enfant, c'est l'horreur ». Elle le dit à la manière de Foresti, ça vous fait rire, oui. Et c'était brillantissime. Et les femmes et les filles qui étaient dans la salle s'identifiaient totalement à ce qu'elle disait, qui allait complètement au-delà des... qui battait en brèche tous les clichés qu'on avait entendus pendant des siècles. Il y a aussi le choix du lieu, c'est en Nouvelle-Zélande, où personne ne vient en hiver. C'est très documenté, vous y avez vécu 1 an. Oui, j'y ai vécu 1 an en van, en nomade, donc c'est-à-dire qu'on a sillonné le pays de haut en bas, enfin de bas en haut. Vous avez fait le woofer, vous avez fait le woofing? J'ai fait du woofing, exactement. On a travaillé beaucoup à l'extérieur. En fait, on a passé notre vie à l'extérieur pendant cette année. Donc, du jardinage, de l'élagage, de la tonte, planter des piquets. Enfin voilà, du travail au grand air comme mes héroïnes. Tout ce que vous racontez est vrai? Il faut faire attention aux otaries au petit-déj? Complètement. Racontez. Complètement. Alors, ce camping-là existe. J'ai changé son nom. Mais il existe. Il se trouve exactement à cet endroit-là, dans cette baie où reviennent les dauphins chaque été. Et en fait, dans les allées du camping, on se trouvait régulièrement face à des otaries, parfois qui barraient le chemin d'accès aux sanitaires. Et donc, les gens attendaient, s'adaptaient et se faisaient tout petits. C'est méchant, une otarie? En tout cas, elles peuvent se sentir agressées si on s'approche trop près et attaquer et charger. Oui, oui. Ouais. Alors, des fois, c'est documenté. J'ai trouvé une petite erreur quand même. On est page 89. Les enfants, ils marchent pieds nus sur la plage. Ils rêvent des animaux de l'autre côté de l'océan Austral, c'est-à-dire sur la banquise. Ils rêvent de manchots aux yeux jaunes. Ça existe? Complètement. Ouais. Et d'ours polaires? Oui. Il n'y a pas d'ours polaire. Il n'y a pas d'ours polaire. Non. En hémisphère sud, il n'y a pas d'ours polaire. On les voit pas, donc on les imagine. Je les ai pas décrits. Vous voulez que je donne un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir? Vous savez pourquoi on dit l'Arctique et l'Antarctique? Non. Arctique, ça vient de Arcos, qui veut dire ours en grec. Antarctique, l'endroit où il n'y a pas d'ours. Eh ben voilà. Il n'y a pas d'ours polaire là-bas. Ils ont mal rêvé. Il y a aussi une description en profondeur de la société néo-zélandaise. Moi, je la regarde dans les matchs de rugby contre les All Blacks. On dit les kiwis. Non, les kiwis, c'est pas les néo-zélandais. Racontez ce que sont les kiwis. Alors, les kiwis, ce sont des fruits. C'est l'oiseau emblématique de la Nouvelle-Zélande qui est très difficile à voir. Et les kiwis, ce sont les néo-zélandais d'origine européenne, donc les colons européens. C'est les blancs. Ce sont les Blancs et les autres, ce sont les Maoris. Et puis, il y a une troisième population qui sont les backpackers. On le sent très très fort, le pays est scindé en 3. Racontez ce que sont les backpackers. Alors, les backpackers, backpack, c'est le sac à dos. Donc, ce sont tous ces jeunes qui viennent
passer 6 mois, 1 an dans le pays, en woofing, en Mais touriste. il y en a tant que ça, que Il y ça en a fasse une troisième énormément. population. Oui, mais en fait, ils sont si peu nombreux là-bas. Et on arrive tellement en nombre avec nos visas pour faire un road trip et vivre une expérience que oui, on est très nombreux et on est une troisième population. Je parle des Kiwis, donc les colons blancs, parce qu'ils ne se mélangent pas aux Maoris, et comme si ces deux sociétés voulaient rester étanches d'un côté et de l'autre. Alors, dans les faits, ils se mélangent, hein, ils vivent ensemble dans les mêmes villes. Enfin, voilà. Et, mais Non, il y a quand même on des y villes. est, Vous dites qu'il y a même des villes voilà. d'un côté et de l'autre. Théoriquement, ils se mélangent. Et puis, quand on y est, on se rend compte qu'il y a des villages entiers maoris. Ils sont très, très, très localisés. En réalité, ils sont quasi absents de l'île Sud. Moi, pour mon histoire, j'avais besoin qu'ils soient là. Je voulais qu'ils soient là. Mais en réalité, ils vivent tous dans l'île Nord, sur la côte Est, et dans des villages où ils sont quasiment qu'entre eux, ou en tout cas des quartiers où ils sont entre eux. Et quand on reste là-bas et qu'on travaille là-bas, on se rend compte qu'ils occupent en effet les emplois les plus précaires, l'usine, les choses un petit peu difficiles. On racontera pas ce qui se passe avec les Maoris. On va parler de cinéma, Culture Média continue. On est avec Mélissa D'Acosta sur Europe 1.